Le Cercle du Bon Sens, cette fois-ci, ouvre la rentrée, la nouvelle saison de conférences avec la table ronde de la poésie russe. La poésie russe mélangée, toutes mélangées, les époques mélangées, les poésies que nous aimons nous déjà, la poésie que j'ai proposée aussi au public, que le public aime et a à proposer. Marie-Claude nous lira un texte. Il y a parmi nous Jean-Marc Collet, qui est un invité d'honneur aujourd'hui et que je suis très ravie de l'accueillir. Jean-Marc Collet, qui est poète alsacien, qui a publié déjà 3 recueils en français. Et Jean-Marc parle russe, il traduit du français vers le russe. Et récemment, Jean-Marc a ouvert, s'est lancé dans l'édition. Maintenant, il a une édition franco-russe qui existe à Strasbourg. Et cela fonctionne plutôt bien, et il a du succès, il y a beaucoup d'interventions. Et aujourd'hui, il va nous parler de son dernier recueil qui est consacré au poète russe Lermontov. Il va nous lire quelques extraits. Je donne la parole à Jean-Marc pour présenter Bonsoir à tous. le poète. Alors comme Anna l'a si bien annoncé tout à l'heure, nous avons créé une maison d'édition il y a quelque temps à Strasbourg, et dans la ligne éditoriale de cette maison d'édition, on a une tentation franco-russe. On publie des livres bilingues. Et en l'occurrence, nous avons publié un Poésie choisie de Lermontov. Et j'espère que ce soir, en vous lisant quelques passages de ce recueil en français, vous aurez envie d'en savoir plus. Et peut-être même, et vous allez le trouver sur les chaises à côté de vous, il y a une soirée le 29 septembre au consulat. Et ceux parmi vous qui souhaiteraient y assister, il faut vous y inscrire. Il y a un mail à contacter. Alors pour en revenir à Lermontov, je vais essayer de le présenter en 12 étapes, une sorte de chemin de croix, si j'ose dire. D'abord, Lermontov, il est né en 1814. C'est une période de bouleversement. Napoléon a menacé la Russie, comme vous le savez, avec ses grognards. Ensuite, il a quitté la Russie pourchassé par les troupes du tsar. Les troupes russes sont à Paris. Et Lermontov est né à cette époque-là, dans cette ambiance de bouleversement. Et puis un peu avant, vous vous en souvenez, il y a eu la Révolution française. Voilà, bouleversement géopolitique, idéologique, la rencontre de 2 civilisations finalement, au moment où Lermontov est né. Et il mourra, et j'y reviendrai, en 1841, donc une existence assez courte. Lermontov, ensuite, en termes poétiques, s'inscrit dans les pas, dans les traces de Pouchkine. Pouchkine lui-même est né en 1799, il est mort en 1837. Il est mort, comme vous vous en souvenez, sous la balle d'un Alsacien, le comte d'Antès. Hein, et c'est de l'ordre de l'anecdotique, évidemment. Et en fait, cet épisode a bouleversé Lermontov. Et il écrira un poème à ce propos qui s'appelle La mort du poète. Quand Lermontov commence à prendre la plume, il y a eu aussi un événement assez important en Russie, c'est l'épisode des décembristes. Et ça aussi, ça a un peu ébranlé la monarchie russe. Et là encore, de nouveau, bouillonnement d'idées, volonté d'émancipation, etc., etc. Mais ceci, vous le découvrirez par vous-même. Alors, le 5e point à dire, c'est que Lermontov, il n'est pas issu du peuple, il est issu en fait d'une famille assez aisée et connue dans les dynasties russes, puisqu'il est le petit-fils d'une Stolypine. Et les Stolypines joueront un rôle important en Russie jusqu'à Nicolas II. Donc, c'est un érudit, hein. Il est éclairé, il a eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre le français, l'anglais, langue qu'il maîtrise parfaitement. On a également développé chez lui, sa grand-mère en tout cas, a développé chez lui des qualités artistiques, bien sûr la poésie, mais aussi la peinture. Et c'est en 1827 qu'il écrira ses premiers vers. Alors, il va se battre un beau jour en duel avec un fils d'ambassadeur français, ce qui lui vaudra un exil.
Hein, ce sont des choses qui ne se font pas à cette époque. Et le tsar l'enverra, Nicolas Ier l'enverra combattre au Caucase, combattre les Tchétchènes. Une époque déjà troublée. Et ensuite, le tragique de sa destinée, c'est qu'il mourra le 15 juillet 1841 lors d'un duel, et il sera tué par le major Martinov. Voilà ce qu'on peut dire en 12 points rapides de sa biographie. Alors, Anna, si tu me le permets, je voudrais lire 5 textes. Alors, je voudrais commencer par Je ne suis pas Byron. Je ne suis pas Byron, mais un autre, prédestiné encore à naître, vagabond pourchassé par les nôtres, comme lui, mais russe en mon être. Début prompt, fin hâtive, échéant, mon âme achèvera peu de choses. En mon cœur comme en l'océan, le poids d'espoir brisé repose. Et qui peut, amère et large houle, sonder tes profondeurs, qui donne le secret de mon âme à la foule? C'est ou moi, ou Dieu, ou personne. Petite entrée en matière, donc, un texte court. Je poursuivrai par debout, aligné, taciturne foule, nous portions en terre notre ami. Le pop murmurait, mugissait la houle, de neige automnale, et c'est fini. Dominant la fosse, encercle les shakos, dans la brume, immobile, luisait la toge de Hulan, l'épée en écho. Sur le cercueil en stèle gisait, et plus d'un cœur battait sous les brandebourgs. Tous les yeux regardaient vers la terre, comme si chacun essayait à rebours d'arracher son dû au légataire. Aucune larme vaine ne sourdait aux yeux, mais l'âme s'oppressait sous le deuil, quand la glèbe lancée en signe d'adieu, éternel cognait sur le cercueil. Adieu, cher compagnon, au bref destin. Où est ton regard bleu, troubadour? La croix faite de bois, c'est tout ton butin, avec ton âme en nous pour toujours. Un autre très beau texte qui s'intitule Pensée, d'Ouma. Notre génération est vraiment triste à voir. Son avenir, au choix, est le vide ou l'obscur. Pour l'instant, sous le fait du doute et du savoir, elle va inerte vers l'âge mûr. Elle est du moins riche dès son début, des fautes des aïeux, de leur esprit figé. La vie l'ennuie déjà comme un chemin sans but, comme un banquet chez l'étranger. Au bien, au mal, blasé honteusement, nous cédons sans combat au moment de l'action. Lâche face au danger, ignominieusement, et méprisable cerf sous la domination. Comme un fruit creux ayant mûri trop tôt, amer quand on le goûte, affreux quand on le scrute, qui pend parmi les fleurs, étrangère en défaut, l'heure de sa beauté est celle de sa chute. Un stérile savoir a desséché notre âme, nous cachons par envie à l'ami qui écoute nos plus nobles espoirs et la sublime flamme de nos passions bafouées par le doute. Nous n'avons qu'effleuré la coupe des plaisirs, sans que jeunesse ou force en nous demeure. De chaque joie, par peur de lasser les désirs, nous tarîmes la sève la meilleure. Rêve de poésie, art et ses créations n'emplissent plus l'esprit d'enthousiasme épanoui. Le cœur, avide, garde un reste d'émotion, inutile trésor par avarice enfoui. Si nous aimons ou détestons, c'est bien fortuit, ne sacrifiant rien à l'amour ou aux haines. Un mystère glacial dans l'âme s'introduit, alors qu'un feu brûle dans nos veines. Les divertissements somptueux des ancêtres, leur débauche puérile et scrupuleuse ennuie. Nous courons au tombeau sans gloire et sans bien-être, nous gaussant du siècle qui s'enfuit. Nous passons sans écho, sans trace par le monde.
Vite, on nous oubliera, cohorte compassée, n'ayant lancé autant nulle pensée féconde, ni au génie une œuvre commencée. Mon fils insultera ce qui subsistera de nous en citoyens et rigoureux baillis. D'un vers condescendant, l'enfant se ralliera, déçu d'un ancêtre failli. Un pour exalter les passions de ce siècle, le vaisseau fantôme. Sur la houle d'azur, loin de terre, dès que se lèvent les étoiles, un navire file solitaire qui fend la vague à toute voile. Point ne fléchissent ces mâts géants, ne grincent guère les pénons. De fonte dans leurs sabords béants, hagards se taisent les canons. On n'y entend pas le commandant, on ne voit pas de matelot, peu lui chaud un écueil tailladant, un haut fond, la fureur des flots. Mais il est une île dans ses eaux, désert de granit et d'horreur. Au cœur de l'île est un tombeau, dans le tombeau, un empereur. Ses ennemis l'avaient enterré dans les sables mouvants, sans trêve, sans honneur guerrier, puis emmuré, sous roc, afin qu'il ne se lève. Mais tous les ans qu'on sonne minuit, heure lugubre de sa mort, à la haute falaise, sans bruit, la nef fantôme accoste au port. L'empereur, s'éveillant impromptu, de sa tombe surgit, en botte, bicorne en tête, en gris vêtu, de sa célèbre redingote. Sur son sein, ayant penché la tête, et croisé ses puissantes mains, il s'en va, à la barre s'apprête, et sans délai prend son chemin vers la douce France qu'il regarde, où il a dû abandonner gloire, trône avec sa vieille garde, et l'héritier, son premier-né. Aussitôt que son regard traverse la nuit vers le sol des aïeux, à nouveau, son cœur se bouleverse, et le feu brûle dans ses yeux. À grands pas, sur la rive là-bas, fier, droit, il va, d'un timbre chaud. Il nomme ses frères de combat et convoque ses maréchaux. Mais ses grenadiers dorment aux plaines, où l'Elbe gronde au froid de crypte, de neige en Russie ou au domaine des sables torrides d'Égypte. Et les maréchaux n'entendent point l'appel, les uns dans l'épopée ont péri, les derniers ont rejoint l'ennemi vendant leur épée. Il arpente la rive, irrité, talonne le sol sans tendresse, et sur le rivage déserté lance à nouveau fort son adresse. Pour que son fils, très cher, lui réponde, soutient dans son sort de souffrance. Il lui promet la moitié du monde, se réservant la seule France. Mais l'espoir et la force latente, son fils, l'impérial héritier, s'est éteint dans une longue attente. L'empereur est seul altier. Il soupire et grave, reste droit, tandis qu'à l'est le ciel s'allume, et de ses yeux sur le sable froid coulent des larmes d'amertume. Lors, penchant la tête sur son sein, vers son vaisseau fantôme il court, esquissant un adieu de la main, et prend la route du retour. Merci Jean-Jacques.